On est là, on traverse en bus sur le là, en bateau sur le lac Titicaca. Petite embouchure en fait où il n'y a pas de pont, donc on prend le petit bateau et notre bus là-bas, lui va prendre une barge en fait. C'est vraiment sympa. Et ça bouge pas mal. Et là donc nous apercevons les barges qui permettent donc de traverser. On voit des bus sur des barges, des camions remplis de terre et de cailloux. C'est énorme. Et les petits bateaux pour les passagers. Et nous sommes donc à 3800 mètres sur le lac Titicaca. C'est fabuleux. Et en plus aujourd'hui c'est vraiment un grand jour parce que c'est l'anniversaire de Marie. Eh oui. On va reprendre le bus. Il est là-bas. Ouais. Et on va se diriger direction Copacabana, mais toujours en Bolivie. Voilà, où on fera une belle escale en fait et on se fera une petite rando là-bas. Avant de repartir en direction du Pérou. Ça y est, nous allons quitter la Bolivie tout à l'heure. Allez. Petit tuto sur la feuille de coca parce qu'en fait là on se retrouve, donc on est juste devant le lac de Titicaca qui se trouve à 3800 mètres. C'est le plus haut lac naturel du monde. J'ai toujours rêvé de venir ici et c'est vraiment un truc de dingue. Et on va en profiter pour vous montrer les feuilles de coca, justement comment ça marche en fait. Parce qu'en fait on en parle beaucoup mais on ne sait pas trop ce que c'est chez nous. Et ben voilà, ça c'est les feuilles de coca. Et celles-là en fait elles ont déjà été aromatisées avec de la stevia. Avec de la stevia. Ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus douces et elles sont très agréables. Donc voilà, vous prenez des feuilles de coca. Et alors dans le principe, vous avez plusieurs sortes. Alors, soit vous les mâchez, soit vous les faites en infusion. Donc on peut se les faire en infusion avec du maté. Et on s'en fait, c'est l'air plutôt sympa. Et là, on peut aussi très bien les manger. On enlève la petite branche. Voilà. Ça, c'est dans le principe où on ne veut pas avoir les petites branches avec. Sinon, on prend directement. On les prend direct en fait. Ça va très bien aussi. On n'en prend pas beaucoup. Voilà. On mâche pas trop. Voilà. Faut pas trop mâcher. Ça sert à rien. On se fait une sorte de petite boule. Et ensuite, si on veut, on peut se rajouter ça. C'est une pâte qui est à base de cendre, de bois et de patates douces. Et celle-là, elle est mentholée. Donc on prend un petit morceau. Voilà, pas besoin de prendre un gros morceau. Qu'on vient malaxer avec. Voilà, on malaxe. Et ensuite, cette boule qu'on fait, on vient la mettre un peu n'importe où dans la bouche. Moi, souvent, je la mets en haut. Et on l'oublie. Tout simplement. Et là, en fait,
vous sentez votre joue au fur et à mesure qui va s'endormir. Et de temps en temps, vous la redescendez, là, vous la remaxez un peu et vous la remettez en place. Et vous la gardez entre 15 et 20 minutes, voire un peu plus, mais bon, en général, c'est ça. Alors, ce qui est génial, c'est que ça permet de gagner de l'oxygène, en fait. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça, moi, je vous le dis, personnellement, pour moi, ça marche. Ça me permet de gagner de l'oxygène, de pouvoir respirer, alors que là, on est à au moins 200 mètres au-dessus du lac, et on va continuer de monter, d'ailleurs. Donc, ce qui fait qu'on est à 4000 mètres, là. Et en fait, voilà, j'ai pas de mal de tête, j'ai rien du tout, j'ai aucun symptôme en fait dû à l'altitude. Et franchement, c'est top. Et ici, en fait, tout le monde en prend. Tout le monde, c'est impressionnant. Tout le monde a sa petite boule de coca. C'est assez délire à voir. Chez nous, tout le monde fume. Bah ici, non, c'est la coca. Et en fait, c'est un excitant aussi. D'où le coca donc. Et il est vrai que c'est assez... Ouais, moi je m'en rends compte. Hein. Franchement, ce matin, je baillais dans le bus. Je me suis dit, oh là là, tu bailles. Je me suis fait 2 shoots de coca. Ah, je baillais plus du tout. Hein. Et là, vraiment top. Nous sommes au sommet du Calvario, à 4820 mètres. Et on peut apercevoir, donc toujours sur le lac du Titicaca, hein, on peut apercevoir l'île du Soleil, la Isla del Sol, qui à l'époque des Incas était un sanctuaire où il y avait des vierges qui étaient dédiées donc au dieu du soleil. Et c'est comme ça que ça a donné son nom à l'île. La ville de Copacabana. Mais pas au Brésil, hein. Toujours pas au Brésil, hein. Surtout que là, pour être sur la plage des Saint-Denis, faut être chaud patate, hein. Parce que là, on est à 4000 mètres, comme je vous disais tout à l'heure, donc, et le lac est à 3800 mètres. Franchement, c'est magnifique. Nous sommes à l'église qui est le sanctuaire national en fait de la Vierge de Copacabana. Et c'est franchement rare en Bolivie d'avoir une église comme ça. C'est vraiment magnifique. Et tout à l'heure on était tout là-haut là. Et il n'y a pas trop de mots en fait. Alors on vous montrera pas dedans parce qu'on n'a pas le droit de filmer. Mais franchement l'extérieur, waouh. Pour la Bolivie, c'est franchement waouh. Et là, on peut voir le curé qui bénit une voiture. Hein. Voilà. Elle est toute neuve, la voiture. Elle est super. Ouais. Voilà. La Virgen de Copacabana. Tout à l'heure, on était tout là-haut. Et là, on est tout en bas. Donc, voici ce que ça donne de Copacabana. Sur le lac Titicaca. Alors j'ai été mettre les petons dans l'eau, enfin les mimines plutôt. Et franchement ça va. Je m'attendais à plus froid que ça. Mais bon, je vais peut-être pas me baigner quand même. Hein. Faut pas abuser. Hein. Alors ici c'est franchement top parce que c'est super calme. Et on avoue qu'en quittant La Paz, qu'on a vraiment adoré, hein, mais ça reste une ville et c'est bruyant une ville. Et surtout en Bolivie, ça voilà, ça envoie du lourd. Et là, de se retrouver ici, c'est terrible quoi. Et en plus, quand on voit tous les bateaux touristiques pour transporter les gens,
Et ben on se dit qu'on est franchement à la bonne période parce que il y a vraiment pas grand monde, pas beaucoup de touristes. Et franchement, c'est top. Alors là, nous venons de faire tamponner à la migration pour sortir donc de la frontière bolivienne et maintenant nous nous dirigeons vers la frontière péruvienne. Comme des clandestins à pied. C'est ça, comme des clandestins à pied. Et là-bas, je vois un bus, et à mon avis, C'est le nôtre. ça doit être notre bus. Et ben voilà, nous avons fait l'immigration et nous sommes officiellement au Pérou avec une autorisation de 3 mois, pas 90 jours exactement. Et franchement, énorme, les mecs, aucun contrôle des bagages, rien du tout. Voilà. Si, juste le contrôle des vaccins. Ah ouais, par contre, ouais, ils nous ont contrôlé les vaccins, pris la tension, enfin, voilà, tout ça. La température, ouais. Mais on pouvait avoir de la drogue dans le sac, pas de problème. Et voilà, et là donc on est dans le bus. Et on est devant. Alors le pare-brise il est franchement sale. Mais c'est plutôt cool. Là on voit le lac Titicaca sur le côté. Et pour une fois, on a pris un bus qui est style open off comme dans les villes. Sauf que là c'est sur de la grande route. Et donc en Bolivie c'était Bolivian Hop et là c'est Pérou Hop. Alors c'est assez sympa en fait, tu programmes tes escales, tu fais tout ton truc. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au final c'est franchement pas très cher. Hein. Et puis il y a surtout que des touristes comme nous, mais en fait il y en a quasiment pas quoi. Le bus est quasiment vide et c'est assez délire. Il doit être une quinzaine à tout. Ouais, ah, je crois qu'on va en récupérer quelques-uns. Ouais, apparemment on va en récupérer quelques-uns, mais dans tous les cas on est très loin d'être complet. Mais en tout cas, franchement, c'est une belle organisation. Ouais. Ouais, non, vraiment bien. Voilà. Alors nous sommes aujourd'hui donc sur le lac Titicaca et nous avons pris un bateau pour nous emmener sur les Uros, qui sont des îles flottantes. Il y a plus de 80 îles flottantes. À l'origine, c'était pour fuir les Incas qui s'étaient installés ici. Et maintenant, c'est plus du tout ça, mais c'est pour le tourisme. Et en fait, ils font des bateaux. Donc une construction traditionnelle. Mais dedans, en fait, ils récupèrent des bouteilles de coca. Et ce qui leur permet de gagner en flottaison. Alors c'est marrant parce que donc on marche vraiment sur quelque chose qui flotte. Impressionnant. Là on peut voir une des barques traditionnelles, bon bien adaptée pour le tourisme. On est bien d'accord. Et là-bas on peut voir donc d'autres îles qui sont toutes séparées. Alors explique-nous comment ça arrive à flotter tout ça. Eh bien, en fait, ça, c'est les joncs qui sont en bas, sous l'eau, et c'est des racines. Mais en fait, c'est écarté quand ça pousse. Alors eux, ce qu'ils font, ils plantent des piquets. Ils plantent des piquets à certains endroits pour faire revenir toutes les racines ensemble et que ça fasse un bloc, en fait. Et après, ils rajoutent, ils coupent ce qu'il y a en hauteur et ils le mettent par-dessus pour faire le sol.
ça peut durer jusqu'à 80 ans les racines comme ça, quand elles sont bien serrées. Et de temps en temps, ils mettent les joncs par-dessus pour retapisser et faire de l'épaisseur. Et derrière, là, on voit, pour les maisons, en fait, ils se font un petit étage en plus. Voilà. Alors à l'époque, il n'y avait pas le plastique. Hein. Bon, maintenant, ils utilisent le plastique pour étachifier l'histoire. Mais ça en fait vraiment des... Ah ouais, c'est chouette. Hein. Alors il faut savoir que cette île a 30 ans. Voilà, il y a 4 familles donc, qui habitent ici. Et ça, c'est l'ancienne cuisine. En fait, c'était là qu'ils cuisinaient à l'époque. Bon, maintenant ils sont modernisés, ils ont des sanitaires et la cuisine en dur. Mais l'île est franchement pas bien grande. Et donc ils sont en 4 familles, et ils sont à 5 par famille, donc ça fait 20 personnes. Et ça fait pas très grand en fait hein, pour nous. Et donc ils vivent de la pêche essentiellement. Et apparemment des œufs. Ils récoltent des œufs un peu partout. Apparemment il y a pas mal d'oiseaux qui viennent pondre. Et voilà. Et puis aussi ils vivent beaucoup du tourisme. Faut pas se leurrer. On est bien attendu. Hein. Et voilà, toutes les îles de partout, 83 îles. Et sur chaque île, il y a peut-être qu'une dizaine de personnes en fait, parce que c'est vraiment des familles. Ouais. Alors quand tu arrives sur l'île de Takil, il faut savoir que c'est tout en bas. Et il faut tout monter. Et là, bon, on est bientôt arrivé. Au cas où, si vous êtes perdu, on a 10 100 km de Paris. C'est tout pour nous. Et regardez un peu. Donc on est sur l'île de Takil. Toujours donc sur le lac Titicaca. Et... Allez, nous allons arpenter les rues du petit village de l'île. En prenant un peu d'auteur, c'est vraiment génial. Et là, cette vue sur le lac Titicaca, c'est...
suis encore un peu essoufflée parce que ça grimpe beaucoup. Et moi, je souffre un petit peu du mal des montagnes. Enfin, on est sur l'île de Takil, comme on l'a dit. Et en fait, c'est une communauté, il y a, je ne sais plus combien il m'a dit qu'il y avait d'habitants. Et donc, ils travaillent tous entre eux. Du lundi au samedi, ils travaillent pour la communauté et le dimanche, ils travaillent pour eux. Ils vivent essentiellement des cultures qui poussent sur des paliers. Hein, et après, ils font un peu de pêche. Sinon, ils vivent que du tourisme en fait. Voilà, donc voilà. Ils n'ont pas de police. Ils ont pas de maire, ils ont rien du tout. Ils ont personne qui commande au-dessus d'eux. Et donc en fait, une fois par semaine, il y a une élection et ils élisent quelques membres, j'ai pas compris, quelques membres de la communauté pour faire la police, le juge et trancher quand il y a des problèmes entre eux ou entre voisins, voilà, ou avec des problèmes portuaires, parce qu'il y a, bien sûr, comme ils vivent de la pêche, il y a quelques bateaux de pêche, voilà. Donc c'est eux-mêmes qui font leur propre police. Voilà, et il y a quand même les écoles aussi, il y a maternelle au collège, voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils ont raconté? Ils sont habillés en fonction de la couleur. Ils ont un dress code et c'est en fonction de s'ils sont mariés, s'ils sont célibataires, s'ils sont veufs ou veuves. Voilà. Donc c'est assez complexe. Et ils vivent. Ici, ils parlent essentiellement le quechua, mais ils parlent aussi l'autre langue que je me rappelle plus comment ça se prononce, tellement c'est compliqué. Voilà. Mais en fait, ils aiment bien les Français parce qu'on a un point commun avec eux. C'est qu'en fait, eux, ils parlent le quechua et nous, on le porte. Alors là, nous sommes de l'autre côté de l'île. Et on voit tout en bas, là, le bateau qu'on va récupérer. Et la côte. Et en fait, nous, on va quasiment là où il y a les fumées, là-bas. À 3 heures de bateau. Hop. Beaucoup de petites arches par ici. Beaucoup de maris par ici. Et le bateau qui nous attend en bas. Et là, on a 3 heures pour retrouver... Ouais. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il y a 2000 personnes qui habitent à peu près sur l'île. Ça fait 700 familles. 700 familles, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il a coupé. C'est pour ça qu'il a coupé. Ouais. Petit retour un petit peu animé parce que le vent a changé. Et maintenant on a pleine face, ce qui fait que ça soulève un petit peu de vagues. Et donc on devait mettre à peu près 2h30 pour le retour. Je pense qu'on va mettre beaucoup plus longtemps, surtout qu'on a une vieille cacahuète. C'est un collectivo et alors c'est pas cher. Mais c'est pas cher. Mais c'est pas cher. Alors pour revenir un peu au courant de cette tempête sur le lac Titicaca, en fait il y a eu beaucoup de passagers qui ont craqué complètement, donc en fait ils ont accosté un petit port qui est loin de là où on va, pour que les gens prennent le bus. Voilà, parce qu'en fait ils ont botté en touche. Et donc nous on est remonté dans le bateau parce que faut bien qu'il rentre au port, donc on est reparti. Et en fait, il n'y a que les locaux.
Bon, il n'y a que les locaux et il y a 2 autres touristes qui sont là, sinon tous les autres ils ont boîté. Et c'est des-